Bienvenue dans le débat de France 24. Plusieurs missiles ont donc frappé tôt ce matin une base aérienne de l'armée syrienne. Un raid qui intervient 2 jours seulement après ce que plusieurs observateurs décrivent comme une attaque chimique contre l'un des derniers bastions rebelles près de Damas. Faut-il y voir des représailles ? En tout cas, les États-Unis et la France, qui avaient promis de ne pas laisser impuni tout usage d'armes chimiques dans la région, démentent être intervenus. Qui donc a frappé la Syrie ? Et faut-il y voir un nouveau tournant dans la guerre ou bien une simple péripétie ? Pour en débattre, j'accueille à mes côtés Michel Duclos. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Damas, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Bonjour. Également avec nous Jean-Dominique Merchet, journaliste défense à l'opinion, auteur du blog Secret Défense. En duplex de Washington, Fabrice Balanche, vous êtes chercheur invité à la Hoover Institution de l'Université de Stanford, directeur de recherche à l'Université de Lyon. Fabrice Balanche, je vais vous poser à vous la question très simple finalement. Qui a voulu frapper la Syrie ? C'est vers Israël que pointent pour l'heure les accusations de Moscou et de Damas. Oui, tout porte à croire effectivement que c'est Israël qui a frappé cette base. Bon, c'est pas la première fois que les Israéliens frappent des bases en Syrie où ils soupçonnent des transferts d'armes à destination du Hezbollah, une présence iranienne. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est le timing. Juste après l'attaque chimique, Israël frappe cette base pour montrer que techniquement, c'est possible de frapper la Syrie. Si les Occidentaux veulent vraiment punir le régime d'Assad, ils peuvent le faire. La Russie n'a pas les moyens techniques ou la volonté militaire de s'y opposer. C'est le message en fait envoyé par les Israéliens. Michel Duclos, est-ce qu'il y a un lien avec l'attaque chimique d'avant-hier ? Est-ce que cette frappe, si elle a été effectuée par Israël, intervient en réaction avec cette attaque chimique ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Oui, je dirais plutôt que ça n'a rien à voir, mais personne n'en sait rien, bien entendu. Mais c'est probable que cette frappe est justifiée dans l'esprit des Israéliens par d'autres considérations. Vous pensez à quoi ? La présence des brigades Al-Quds, enfin le fait qu'elles soient utilisées par le bras armé, l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranien ? Ils avaient frappé cette même base, comme vous le savez, début février. Et probablement que dans leur esprit, ça signifiait que les Iraniens ne devaient plus y remettre les pieds. Et c'est vraisemblable que les Iraniens, eux, ont pensé qu'au contraire, le terrain était libre. Jean-Dominique Merchet, c'est ça qui se joue finalement en ce moment, cette nouvelle phase finalement de la guerre en Syrie qu'on avait pu observer depuis février dernier avec, on s'en souvient, un drone de conception iranienne qui avait survolé Israël, qui avait amené des mesures de rétorsion de la part d'Israël avec des frappes. Israël qui avait à son tour perdu un appareil. Oui, il faut bien comprendre qu'en Syrie, il y a plusieurs guerres parallèles. Il y a une guerre, il y a la guerre que peut-être nous on va faire dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent suite aux attaques chimiques. Et puis il y a la guerre que les Israéliens font depuis des mois et des mois, enfin des années même maintenant, contre le Hezbollah, contre les Iraniens. Ils frappent régulièrement. Ce que disait Fabrice Balanche était très juste. Je mettrais quand même un petit bémol, c'est-à-dire que les Russes laissent faire les Israéliens. Il y a un accord stratégique entre les Russes et les Israéliens. Ils sont très proches. Par exemple, les Israéliens n'ont absolument pas parlé des affaires du Novichok, ce poison. Voilà, ils ont été très discrets là-dessus. Alors comment expliquez-vous que ce soit les Russes là qui accusent en premier les Israéliens ? Ils n'accusent pas. Ils disent que ce sont les Israéliens. Ils disent pas... Les Israéliens sont des grands méchants, on dénonce ce qu'ils veulent. Non, ce sont les Israéliens. Comprendre avec, d'une certaine manière, on sait où ils étaient, comment ils ont fait, comment ça s'est passé. C'est pour afficher cette complicité ? Oui, il y a une sorte de complicité. En revanche, c'est pas tout à fait la même chose si il y a une opération américaine ou française qui se fait non pas sans les Russes, mais contre les Russes. Et là, on rentrerait dans une toute autre configuration. C'est l'intérêt, Fabrice Balanche, de la Russie d'afficher finalement, de dire au monde que c'est Israël qui est à l'origine de cette attaque. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de tout le monde que ce soit Israël et non pas les États-Unis ou même la France à laquelle on a pu penser en début de journée. C'est l'intérêt, en tout cas, c'est la réalité. Les Russes disent tout simplement que ce sont les Israéliens. Ça rentre dans le cadre de cet affrontement entre Israël et l'Iran qui monte de plus en plus en Syrie. En fait, les Israéliens sont en ce moment furieux des annonces de Donald Trump qui a dit qu'il allait retirer ses troupes de Syrie as soon as possible. Bon, il y a un peu de flottement ensuite au Pentagone, mais on voit bien que les États-Unis veulent se sortir de Syrie avant les élections de
novembre 2018. Trump a dit qu'il voulait envoyer 2000 hommes à la frontière mexicaine. Il y a 2000 hommes en Syrie. Bon, on ne peut pas s'empêcher de faire l'analogie. Et donc, ça veut dire que les Américains, s'ils se retirent, ils laissent le champ libre aux Iraniens en Syrie. Et ça, pour les Israéliens, c'est pas possible. Donc, en frappant, juste après cette attaque chimique, il signifie aux États-Unis, on peut le faire, vous pouvez attaquer, parce qu'ils ont envie évidemment que le conflit se prolonge en Syrie pour leur propre sécurité. Et évidemment, aux États-Unis, en Occident, plus généralement, on n'est quand même pas très enclin à se laisser entraîner dans cette guerre. Après l'émotion, il faut réfléchir. Les États-Unis, justement, ils ont des troupes dans le nord de la Syrie qui commencent à être visées d'ailleurs par des attaques. Il y a eu un soldat américain de tué, un soldat britannique de tué. Et il y a des obus de mortier qui s'abattent sur les bases américaines régulièrement dans le nord de la Syrie. Trump n'a pas envie d'avoir des dizaines de soldats tués. Ça serait un désastre politique, au point de vue de la politique intérieure pour lui. Quant à la France, on a toujours notre force au sud du Liban. Il ne faut pas oublier que si on se mettait à avoir des représailles massives contre le régime syrien et ses alliés, nos soldats dans le sud du Liban pourraient être pris également en otage par le Hezbollah. Alors le Liban, justement, on y va. On va à Beyrouth, où se trouve Sophia Amara, grand reporter, auteur d'Infiltré dans l'enfer syrien. C'était paru aux éditions Stock en 2014. Bonjour Sophia Amara. Bonsoir. On a la conviction à côté libanais aussi que cette frappe, c'est celle de l'armée israélienne qui aurait survolé l'espace aérien du Liban. Effectivement, mais ce n'est pas la première fois. Et pour modérer ou pondérer un peu ce que vient de dire M. Balanche, certes, les Israéliens, il est de l'intérêt des Israéliens de voir les forces américaines rester en Syrie, mais cette puissance n'était pas assez importante pour justifier cette frappe. Aujourd'hui, cette frappe intervient au-delà du survol de l'aviation israélienne du territoire libanais. Et il faut rappeler évidemment que les deux pays sont officiellement encore en guerre. C'est la Syrie qui est visée et au final, c'est une frappe qui intervient parce que les Israéliens considèrent que cette base du TIS est une base iranienne backée par le Hezbollah. Michel Duclos, alors, il y a effectivement la présence iranienne dans cette base T4. Ce que disait également Fabrice Balanche, à savoir que les Israéliens, Benyamin Netanyahou, seraient inquiets de la volonté de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord-est de la Syrie. Est-ce que ces frappes, il faut les relier à des divergences de fond, en tout cas stratégiques, entre Américains et Israéliens sur ce qui se passe et ce qui se joue en ce moment en Syrie ? Écoutez, je ne fais pas de spéculation. Oui, mais vous êtes expert en diplomatie. Oui, donc vous comprenez les jeux des uns et les intérêts des uns et des autres. Et ce qui est probable, c'est qu'il y a une discussion entre les Israéliens et les Américains. Il y a toujours une discussion. Et il est évidemment vraisemblable que les Israéliens ne sont pas satisfaits des annonces de Trump tendant à se retirer du nord-est syrien. Car, comme l'a dit Balanche, c'est évident que si les Américains se retirent, c'est au bénéfice des Iraniens. Donc, dans l'esprit des Israéliens, comme de beaucoup de gens, c'est clair qu'il y a une contradiction dans la politique de M. Trump. Jean-Dominique Merchet, il y a une réaction de la Maison-Blanche d'ailleurs qui dit que Donald Trump va annoncer une décision. Il a consulté son état-major cet après-midi, enfin c'était fin de matinée, début d'après-midi aux États-Unis. Il va annoncer une décision dans les 24 à 48 heures. Est-ce que c'est la frappe israélienne qui fait réagir les États-Unis ou bien c'est l'attaque à l'arme chimique de samedi ? Non, vraiment, je pense que cette affaire de frappe israélienne n'a rien à voir avec le chimique. Elle peut provoquer des effets. C'est-à-dire, on peut se dire, si eux agissent, pourquoi est-ce que ceux qui avaient établi des lignes rouges ne font rien ? Oui, mais il y a tout le temps des frappes israéliennes en Syrie. Il y en a une par mois. Ça arrive 48 heures après l'attaque à l'arme chimique. Mais c'est au fond une coïncidence, je pense. Il ne faut pas surinterpréter cette affaire. En revanche, il y a l'affaire des armes chimiques. Et ça, c'est une autre affaire qui nous implique directement. Et effectivement, le président Trump dit
je vais faire quelque chose. Enfin, je vais annoncer si je fais quelque chose dans les 48 heures. Il a déjà fait quelque chose. Souvenez-vous, en avril dernier, en avril 2017, il y a eu une frappe américaine à la suite d'emploi d'armes neurotoxiques à Ran Sheroun. Oui. Donc, il peut refaire la même chose. Vous avez remarqué que cette frappe n'avait rien changer à la réalité. Donc il peut refaire ça. La différence, c'est peut-être que les Français le feront avec lui, enfin même vraisemblablement. Mais c'est tout. C'est il ne peut pas. Vous comprenez, il déteste Obama. Fondamentalement, il est construit contre. D'ailleurs, il a tweeté en référence à Obama. Et donc, on va voir peut-être il son dit tweet Obama est un pleutre, un type qui est très mauvais. Je ferai le contraire d'Obama. Tout en se souvenant qu'en 2013, au moment où Obama n'avait pas voulu frapper, Trump approuvait en disant c'est bien, il ne faut surtout pas frapper, il ne faut surtout pas s'engager dans cette guerre. Mais là, comme il est de toute façon dans une opposition systématique, une démarcation systématique d'Obama, il dit Obama n'a pas frappé, moi je vais frapper. Bon. Nous verrons bien ce qui va se passer, mais c'est vraiment deux affaires différentes. Voilà, il l'a dit. Si le président Obama avait franchi sa ligne rouge, le désastre syrien serait terminé depuis longtemps. Assad ferait partie de l'histoire. Alors au passage, la ligne rouge, c'est plutôt aux Syriens qu'il l'a imposée et pas lui-même. Mais enfin bon, on comprend ce qu'il a voulu dire par là. Fabrice Balanche, que sait-on de cette attaque chimique elle-même d'ailleurs? Est-ce que on peut dire aujourd'hui de manière certaine qu'il y a eu une attaque samedi et quelle est la substance utilisée? Est-ce qu'on le sait? Je suis pas expert. Comment dire? Bon, qu'il y ait eu attaque, c'est très probable. Il y a des attaques au chlore régulièrement. Bon, ça sert notamment lorsque les rebelles sont dans des tunnels ou dans des bunkers. Les gaz sont quand même très pratiques pour les éliminer parce que les bombardements sont insuffisants. Donc on se doute bien qu'il y a eu quelque chose. Jusqu'à présent, c'était du chlore. Là, il semblerait qu'il y ait eu un agent létal, du sarin, autre chose, on ne sait pas, mélangé avec le chlore, ce qui aurait causé ces dizaines de morts, parce que le chlore en lui-même provoque des suffocations, mais ne va pas causer des morts foudroyantes comme ça a l'air d'être le cas. Mais pour en être sûr, il faudrait qu'il y ait des prélèvements biologiques sur les personnes qui ont été tuées. Alors ça, c'est possible, puisqu'aujourd'hui, les rebelles, ils ont quitté Douma, finalement. Donc l'ONU pourrait envoyer en urgence une équipe pour faire des prélèvements. C'est d'ailleurs, je dirais, l'objet du brouillon de la résolution déposée par les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, qui demande la création d'une enquête indépendante pour cette affaire. En tout cas, c'est dans les heures qui vont venir, c'est ce qui va être discuté au Conseil de sécurité. Michel Duclos, un mécanisme d'enquête indépendant, c'est ce qui figurerait dans le projet de résolution que fait circuler actuellement Washington aux Nations Unies. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, un mécanisme d'enquête indépendant, et quelles seraient les chances d'obtenir réellement la présence d'inspecteurs qui seraient en mesure d'établir ou non l'usage d'armes chimiques au sol en Syrie? Ça prendra forcément du temps. Je pense que ça va être un test. Ça va être intéressant de voir quelle est la réaction des Russes. Jusqu'ici, ils ont toujours couvert le régime, y compris sur ces affaires chimiques. Ils ont même démantelé les mécanismes qui avaient été mis au point. Il est vraisemblable que pour les Américains, il faut mouiller les Russes, c'est-à-dire les Russes ont une part très importante de responsabilité dans cette affaire, puisque c'était eux qui, en 2013, avaient pris sur eux de garantir le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. On voit que depuis, le régime syrien continue à utiliser les armes chimiques. Et donc, il est important de placer les Russes devant leurs responsabilités. À la différence de Jean-Dominique Merchet, je ne crois pas que la frappe d'il y a un an avait été complètement sans effet, puisque dans les 6 mois qui ont suivi, il n'y a plus de recours à l'arme chimique. Et c'est progressivement que le régime y est revenu, justement pour tester la nouvelle administration, pour vérifier que les gens avaient bien la tête ailleurs et que, à nouveau, ils pouvaient y aller. La donne politique, je veux dire, voilà. Mais ça, c'est peut-être un autre point, c'est que à la suite de la frappe américaine d'il y a un an, M. Tillerson était allé à Moscou, il y avait eu quelques conversations, mais au fond, il n'y avait pas, une fois de plus, de vrai plan politique, de vrai après-vente
de la frappe. Et pour moi, ce qui se joue aujourd'hui, c'est un élément très important, c'est que nous devrions tirer cette leçon. Et cette fois-ci, il ne suffit pas de frapper, il faut aussi avoir un environnement politique et un suivi politique d'une éventuelle action des Occidentaux. Sophia Amara, en direct de Beyrouth. Que dit-on justement à Beyrouth où vous vous trouvez de cette attaque présumée à l'arme chimique de samedi? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce que ça suscite aussi des réactions? Écoutez, pour les faits, j'ai pu contacter des gens aux abords de la Ghouta et en Turquie, un réseau d'activistes crédibles et qui confirment effectivement qu'il y a eu emploi à la fois de sarin et de chlore, qui ont provoqué la mort d'entre 43 et 50 personnes et entre 500 et 1000 personnes qui ont été touchées par ces gaz sans pour autant périr. Quant à la réaction ou la vision qu'on en a depuis le Liban, c'est perçu comme un nouvel épisode et hélas un petit épisode de cette grande guerre en Syrie et qui est devenu en quelque sorte le miroir de la cacophonie internationale concernant ce conflit qui dure depuis si longtemps. D'autant plus que la réaction, évidemment, il y a eu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, les pros et les antis qui ont repris les insultes qui ont été lancées par le président américain Trump contre Bachar el-Assad en disant que finalement, ce monsieur qui est venu après Obama et qui a frappé, certes, la Syrie, c'était il y a exactement un an, pour punir l'attaque chimique de Khan Sheikhoun, on s'en rappelle, et qui confondait à l'époque la Syrie avec l'Irak en rapportant cela à un de ses homologues, aujourd'hui se contente donc de traiter le président syrien, entre guillemets évidemment, je le cite, d'animal, et qui dans le même temps demande à la Russie, qui est à la fois arbitre et partie prenante dans ce conflit, d'expliquer pourquoi la Syrie n'a pas complètement démantelé son arsenal chimique, et alors qu'elle devait le faire suite aux accords qui ont empêché la fameuse frappe de 2013 après que le régime d'Assad ait dépassé cette fameuse ligne rouge fixée par Obama. Un autre point important à soulever concernant cette question aujourd'hui au Liban et même du côté syrien, ce que craint la population et ce qu'on craint ici, c'est une déflagration d'abord avec cette intervention, cette nouvelle intervention israélienne, mais ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Et donc, par conséquent, on n'y voit pas de lien direct d'ici avec la décision de Washington de se retirer du territoire syrien. Et surtout, on se demande où va frapper ensuite le régime, que ce soit du côté d'Idlib ou un peu plus loin, où se sont réunis, où ont été déplacées les populations qui ont été sorties d'Alep il y a plusieurs mois et aujourd'hui de la Ghouta orientale, qui a été libérée ou en tout cas récupérée par le régime syrien à 95%. Merci Sophia Amara. Nous ferons le point dans un instant sur la situation en Syrie, mais aussi sur cette question d'usage ou non d'armes chimiques et les réactions possibles de la communauté internationale juste après une courte pause. Restez avec nous. Retour au débat de France 24. Pourquoi et qui avait intérêt à faire usage d'armes chimiques ce week-end contre le dernier bastion rebelle près de Damas? Quelle sera la réaction de la communauté internationale? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau à mes côtés Michel Duclos, ancien ambassadeur de France à Damas, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Jean-Dominique Merchet, journaliste défense à l'opinion, auteur du blog Secret Défense. En duplex avec nous de Washington, Fabrice Balanche, chercheur invité à la Hoover Institution de l'université de Stanford et directeur de recherche à l'université de Lyon. Et en direct de Beyrouth, Sophia Amara, grand reporter, auteur d'Infiltré dans l'enfer syrien, c'est paru aux éditions Stock. Alors qu'on s'interroge donc pour savoir qui a bien voulu faire usage d'armes chimiques contre un bastion rebelle, la dernière enclave rebelle près de Damas, à Douma, très exactement, durant le week-end, eh bien, force est de constater que depuis que la Syrie annonce avoir détruit son arsenal chimique, eh bien, à intervalles réguliers, les rebelles sont victimes d'attaques, l'usage de gaz qui continue donc de se développer en Syrie. Retour en images. Des corps sans vie, à même le sol, parmi eux de nombreux enfants et des femmes, tous victimes d'une attaque chimique présumée à Douma. Les casques blancs et l'opposition en exil accusent les forces de Bachar el-Assad d'avoir eu recours à des bombes de gaz chlorique.
La communauté internationale pointe du doigt le régime syrien. Damas et son allié russe ont démenti toute attaque chimique. Ce n'est pas la première fois que des soupçons d'usage de l'arsenal chimique syrien pèsent sur les forces gouvernementales. L'administration Obama, en 2012, avait fait de cette utilisation d'armes chimiques une ligne rouge à ne pas franchir. La ligne rouge pour nous, c'est quand un arsenal d'armes chimiques sera utilisé. En août 2013, près de 2000 civils subissent une attaque au gaz sarin dans la banlieue de Damas. Les morts se comptent par centaines. La ligne rouge est franchie, pourtant, l'administration Obama choisit de ne pas ordonner les frappes préparées contre le régime syrien. Les pays occidentaux font le même choix. En septembre 2014, l'ONU confirme la responsabilité de Damas dans l'utilisation de gaz sarin. Fin août 2016, une enquête des Nations Unies encore et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, affirme que des hélicoptères syriens ont répandu du gaz de chlore sur 2 localités de la province d'Idleb en 2014 et 2015. Le 4 avril 2017, plus de 80 personnes succombent à une attaque au gaz sarin à Khan Cheikhoun dans la province d'Idleb. En représailles à cette attaque, 3 jours après, Donald Trump ordonne le lancement d'une salve de missiles de croisière Tomahawk contre une base aérienne du régime syrien. Les experts de l'OIAC et de l'ONU confirment là encore par la suite l'attaque chimique. Depuis 2013, la Syrie est signataire de la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques de 1993 qui interdit la fabrication, le stockage et l'utilisation des armes chimiques. Voilà, et l'armée russe indique à l'instant que ses médecins présents en Syrie n'ont pas trouvé de traces de poison, en tout cas pas de traces de poison chimique sur les patients qui sont en observation après l'attaque de Douma. C'est effectivement, Michel Duclos, une pierre dans le jardin de la Russie qui s'était portée garante de la destruction de toutes les armes chimiques syriennes en septembre 2013. Oui, d'ailleurs... on ne peut pas complètement exclure que les Russes soient mécontents et que fondamentalement ils ne souhaitent pas naturellement ce que font leurs alliés syriens et Assad, même si il dépend entièrement des Russes et des Iraniens pour maintenir son pouvoir, est tout à fait capable de prendre ce genre de décision sans l'avis, voire même contre l'avis de ses protecteurs. On ne peut pas l'exclure. Il est très possible que, comme ça avait été le cas il y a 1 an, c'est une décision principalement explicable par des considérations locales, c'est-à-dire qu'il voulait aller vite dans l'opération pour briser le dernier carré de rebelles à Douma. Que s'ils envoyaient des forces terrestres, ça leur coûtait beaucoup d'hommes, et qu'ils ont jugé que c'était plus efficace d'utiliser du chlore et du sarin. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque effectivement, ça entraînait une reddition rapide des rebelles. Donc c'est certainement principalement ce type de considération qui a prévalu dans l'esprit des décideurs syriens, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir l'occasion de montrer une forme d'indépendance vis-à-vis de leurs tuteurs, et aussi un message politique plus général, puisque l'usage du chimique, c'est surtout un usage lié à l'effet de terreur. Donc c'est bien pour montrer que le régime continuera dans sa lancée de reprendre le contrôle de l'ensemble du pays par tous les moyens possibles. Jean-Dominique Merchet, on voit depuis plusieurs semaines la Russie, notamment les médias russes, mettre en garde leur opinion publique contre une probable accusation à venir de la part des Occidentaux d'attaque chimique en Syrie. On voit ce scénario se réaliser. Bon, on n'est pas dans des logiques complotistes, mais quand même tout près. Est-ce qu'on n'a pas essayé là, peut-être, du côté de la Russie, de mettre dans la tête de l'opinion publique, de préparer l'opinion publique à ce qui pourrait être peut-être un affrontement sur le sol syrien ? Non, moi je ne crois pas beaucoup à ces explications. D'abord, il y a 2 histoires parallèles chimiques qui impliquent la Russie aujourd'hui. N'oublions pas l'affaire Skripal à Salisbury avec le Novichok. Et puis il y a maintenant le fait qu'un allié de la Russie utilise des armes chimiques, comme l'a très bien rappelé Michel, pas seulement pour des raisons militaires, politiques, au sens de terrain, mais aussi parce que c'est une manière pour ce régime, comme pour d'autres de la région, on avait vu ça avec Saddam
Saddam Hussein, un régime baathiste aussi, de dire mais je vais vous massacrer et ce sont des régimes de terreur. Ce sont des régimes de terreur. Il faut jamais l'oublier. Et donc, il y a utiliser une arme, c'est un message politique qu'on envoie. C'est pas simplement un critère d'efficacité, de rationalité dans les combats. On se dit, honnêtement, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils sont en train de gagner à la Ghouta. Voilà, il suffisait. Les Russes négocient l'exfiltration des gens. Bref, l'affaire se règle. On se dit, mais pourquoi ils font ça? Et donc, toute la question. On a voulu tuer des adversaires ou bien provoquer une réaction occidentale pour pouvoir dire, regardez, les Occidentaux avaient prévu. C'est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Les dictateurs ne sont pas toujours des gens très sophistiqués. Ce sont des gens qui règnent depuis 2 générations par la terreur et qui continuent de le faire. Et donc, c'est une arme de terreur. Et donc, ils l'utilisent, voilà. Alors nous, on comprend pas bien parce que on est un peu des humanistes, machin. Même si on supporte, enfin, quand ils balancent des barils d'explosifs ou quand ils torturent les gens à mort dans les prisons, ça nous fait pas réagir aussi fort que quand c'est du chimique, parce que le chimique, on se sent menacé, nous aussi, par ces armes. C'est pour ça qu'on surréagit, non pas dans l'absolu, mais par rapport à notre absence de réaction. La détention du chlore est autorisée, c'est son utilisation. Oui, bien sûr. Il y a des règlements. Mais vous avez balancé, exterminer les gens dans les prisons en les torturant, c'est pas non plus extrêmement toléré par le droit humanitaire. Mais bon, en gros, ça nous concerne pas, ça nous fait pas peur. On se sent pas impliqué dans cette affaire. Donc on en fait beaucoup sur le chimique parce que on a peur du chimique. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose d'assez impudique dans cette histoire d'armes chimiques, parce que il y a 350 000 morts en Syrie. On aurait pu réagir de manière énergique. Ils ne sont pas tous morts d'armes chimiques et on va les frapper parce qu'il y a une centaine ou une dizaine de personnes qui... Donc, mais il faut bien comprendre la logique d'un régime comme ça, c'est une logique de terreur. Sophia Amara, le groupe salafiste Jaïch al-Islam qui tient donc encore cette enclave de Douma, est-ce que vous nous entendez? Sophia Amara, vous êtes avec nous? Je vous ai perdu, mais je vous ai là. Ah, parfait. Le groupe salafiste, où je disais Jaïch al-Islam, qui tient encore cette enclave rebelle de la Douma, effectivement, de Douma. Bon, voilà, on sentait qu'il y avait des problèmes à négocier avec la Russie, contrairement à ce qu'avaient fait d'autres groupes rebelles précédemment. Ce qui explique d'ailleurs que le régime syrien avait repris la quasi-totalité de la Ghouta orientale, à l'exception de cette enclave. Était-il nécessaire d'avoir recours à ces armes chimiques pour le régime syrien, ou est-ce que, inéluctablement, Douma allait tomber? Écoutez, Douma va tomber indéniablement. Elle ne constitue plus les territoires de Douma qui sont encore aux mains des rebelles, ou en tout cas de Jaïch al-Islam, constituent moins de 5% de cette enclave qui se trouve aux portes de la capitale Damas. Je pense que comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est que effectivement c'est beaucoup plus simple que cela. Bachar el-Assad a voulu ne pas perdre trop d'hommes dans ses combats, parce que la guerre n'est pas terminée, même si Douma et la Ghouta, qui est très symbolique, puisqu'elle se trouve, je le disais à l'instant, aux portes de la capitale, a voulu épargner ses troupes. Et donc tout simplement parce que dans cette zone où nous avions été, avec France 24, il y a des tunnels qui ont été creusés par les rebelles, et donc il est difficile de les atteindre par des bombardements qui sont meurtriers, même pour les civils, et surtout pour les civils. Et donc il a fait l'usage de cette arme chimique qui, somme toute, a fait 50 morts. Symboliquement, c'est du chimique ou du chlore et du sarin, et donc ça fait peur en Occident. Mais le nombre de morts durant d'autres journées par d'autres moyens est parfois beaucoup plus important. Rappelez-vous, au pic de cette révolte, et avant même qu'elle ne se transforme en conflit civil et même en conflit à une dimension internationale, il pouvait y avoir des journées à 200 et 250 morts en Syrie. En tout cas, les États-Unis envisagent actuellement toutes les options. Donald Trump, lui, doit annoncer une décision dans les 24 à 48 heures. Et écoutez ce que disait son secrétaire à la Défense, James Mattis. La première chose à éclaircir est de savoir pourquoi il y a toujours des attaques chimiques alors que la Russie est garante de leur élimination. Ensuite, de concert avec nos alliés et nos partenaires, allant de l'OTAN au Qatar et à d'autres pays, nous allons aborder cette question.
Fabrice Balanche, alors c'est beaucoup plus prudent dans la bouche de James Mattis, parce que lui, Donald Trump avait promis de faire payer le prix fort après ce bombardement chimique. Concrètement, que faut-il attendre d'après vous dans les 24 à 48 heures de la part des États-Unis? Quelle sera la réponse américaine? Ouais, difficile à dire. Bon, Trump, il s'emporte souvent dans ses discours et ses tweets, donc il va sans doute frappé. Difficile de revenir en arrière après ces déclarations. Un enjeu très symbolique. Ça pourrait être, je sais pas, le palais présidentiel à Damas, par exemple, parce qu'aller frapper de nouveau une base militaire syrienne. Bon, on a vu l'année dernière ce que ça a donné, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça n'a pas remis en cause le processus de victoire de l'armée syrienne et de ses alliés. Frapper les endroits où se trouve le gaz, on les a pas bien identifiés, donc de toute façon on frappera un peu au hasard. Mais sans doute quelque chose de très symbolique qui touche vraiment Assad et son entourage. Ça me paraît être plus judicieux, en tout cas dans la tête de Trump. Mattis, effectivement, est plus prudent. Il y a eu une réunion aujourd'hui avec les Qataris, et lorsqu'on lui a posé la question, avez-vous la preuve formelle de l'utilisation du gaz sarin, il a dit non. Enfin, avec sa tête, il a signifié que non, il n'y a pas de preuve à 100%. Il faudrait, comme je l'ai dit, une enquête de l'ONU avec des prélèvements biologiques sur les personnes qui ont été frappées. Alors, pas évidemment avec uniquement des médecins russes, parce que là on peut se poser des questions évidemment sur leur neutralité, mais sans ça on n'aura pas la preuve formelle, hein, même sous la base d'activistes syriens de toute façon qui depuis le début cherchent à attirer l'attention sur la Ghouta avec des attaques chimiques pour obliger les Occidentaux à les soutenir. Donc voilà, je pense que c'est ça qui va se produire dans les jours prochains. La Russie, Fabrice Balanche, depuis plusieurs jours, met en garde contre des provocations occidentales qui pourraient utiliser le prétexte d'armes chimiques pour frapper. Et à nouveau, aujourd'hui, Vladimir Poutine met en garde contre des provocations. On a intégré ce risque-là à Washington. C'est perçu comment par les Américains ? Le discours de Poutine, vous voulez dire ? Oui. De toute façon, ça c'est classique. Hein. Poutine reprend les vieilles techniques de l'Union soviétique avec les provocations occidentales pour un usage domestique, on va dire, à l'usage de son peuple. Donc, il a besoin quand même de justifier son attitude auprès de la population russe. Il a aussi des gens en Occident qui sont tout à fait prêts à croire Vladimir Poutine. Donc ça, c'est à semer le trouble dans les esprits. C'est toujours la meilleure manière de sursoir, justement, de faire sursoir à une intervention occidentale, semer le trouble dans les esprits, et montrer les risques d'une escalade militaire en Syrie entre Russie et États-Unis, parce que il sait très bien qu'aux États-Unis, on n'a pas envie d'une escalade, on n'a pas envie de s'embourber en Syrie, ça c'est très clair. Il y a peut-être une volonté de la part des États-Unis quand même de se venger de ce qu'ont fait les Russes fin février, début mars. Vous vous souvenez de cette résolution votée à l'unanimité demandant le cessez-le-feu dans la Ghouta de Damas, votée par les Russes, et puis les Russes se sont assis dessus. Ils ont aidé l'armée syrienne à reprendre la Ghouta, et cette résolution a montré l'inutilité finalement du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte qu'il faut peut-être passer à autre chose. Et moi, je suis quand même persuadé que les Israéliens en frappant la base aujourd'hui, indique le chemin, indique la méthode à suivre aux États-Unis. Alors, il y a évidemment les États-Unis, il y a Israël, on vient de le voir, et puis il y a aussi la France, qui, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, avait fait de l'usage d'armes chimiques en Syrie une ligne rouge. Écoutez. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Ligne rouge plusieurs fois enfreinte, Michel Duclos, depuis. Alors la France fixe comme condition de son intervention maintenant la preuve pour pouvoir relier directement finalement ces attaques au régime syrien. On est embarrassé ou bien on est véritablement prêt à agir côté français ? Alors, je n'ai pas parlé au président de la République ou même au ministre, mais
Je crois que ce genre de décision est toujours grave, est toujours difficile. Donc c'est normal que le gouvernement ait multiplié les précisions, les circonstances, les conditions d'une décision. Ceci dit, en toute honnêteté, il est extrêmement difficile de douter que le chimique n'ait pas été utilisé, ou de douter qu'il ait été utilisé, et que l'auteur soit le régime. Certes, des inspecteurs sur place, des prélèvements, ce serait mieux, mais il y a quand même d'innombrables spécialistes, il y a des médecins, il y a aussi des spécialistes des armes chimiques. Au vu des photos, au vu des contacts que nous avons avec les gens sur place, ça ne fait aucun doute. Et donc, je pense que le président est vraiment maintenant face à ses responsabilités. C'est tout à fait normal qu'il prenne une décision en conjonction avec les Américains, en concertation avec les Américains, mais à la fin des fins, ce sera sa décision, bien sûr. Jean-Dominique Marchais, la France s'apprête à réagir ? Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on l'écrit, que les choses se préparent avec les Américains. En faisant cette déclaration, Emmanuel Macron l'année dernière, c'est quand même un peu piégé. Il s'est mis dans une situation où le jour où il y a une attaque chimique, il faut réagir. Et là, manifestement, oui, il y a une attaque chimique. Donc, on réagit comment ? Alors, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui complètement à la remorque de la décision de Donald Trump. Complètement. On l'était déjà à l'époque de Barack Obama et de François Hollande. Et c'est pas bien. Oui. Quand on prétend avoir une diplomatie indépendante, autonome, voilà. Donc, pourquoi à la remorque ? Parce qu'on va attendre que la France ne peut pas frapper seule. La France ne va pas frapper seule. La France pourrait peut-être frapper seule. Vous pensez que oui, elle ne l'a pas fait en 2013. François Hollande n'a pas souhaité le faire. Là, tout ce qu'il sort de l'appareil d'État explique que si on fait quelque chose, nous le ferons avec les Américains. Donc ça veut dire qu'on n'ira pas seul. Et là, on est dans l'attente de la décision de Trump, qui va au final prendre la décision. Et puis, que fait ensuite Emmanuel Macron ? Une fois que Trump dit « j'y vais », donc on va apparaître. On va apparaître. Je ne dis pas que nous allons apparaître comme les suiveurs, les gens qui vont avec Trump. Mohamed Ben Salman, qui est à Paris en ce moment, vous pensez qu'il plaide pour des frappes auprès d'Emmanuel Macron ? Il est très proche des Américains. C'est un grand ami des Américains. Très éloigné des Iraniens, c'est le moins qu'on puisse dire. Des Israéliens. C'est un grand ennemi des Iraniens. Donc oui, spontanément, on a l'impression. Donc nous allons apparaître sur la scène internationale comme le pays qui suit Trump, qui suit MBS. C'est pas l'avis de Michel Duclos, visiblement. Non, je ne dis pas que nous sommes ce pays. Je dis que nous allons apparaître comme ce pays. Et donc, au final, on s'est un peu piégé dans cette affaire. Mais c'est pas. Depuis le début de la guerre de Syrie, nous sommes piégés et nous sommes, pour moi, hors jeu. Et nous ferions bien, depuis longtemps, de nous abstenir. Mais un mot de conclusion, Michel Duclos, vous vouliez répondre ? Non, moi, je crois, si vous voulez, que nous sommes dans une constellation des planètes où, pour des tas de raisons, la France est perçu dans le monde comme un des rares centres de décision importants, puisqu'il y a une sorte d'éclipse de l'Allemagne pour des raisons internes, puisque l'Angleterre s'est mise hors jeu, et que Macron lui-même, il faut le reconnaître, a su apparaître comme une figure marquante de la scène internationale. Et donc, le fait d'y aller ou pas sera effectivement très observé. Si les Américains, de leur côté, font le même raisonnement et décident d'y aller, tout le monde comprendra qu'il vaut mieux y aller de manière coordonnée. Et donc, je ne crois pas un instant que ce sera perçu comme la France à la remorque des États-Unis, d'autant plus que la France se démarque des États-Unis plus que sur de très nombreux sujet, que c'est une légende de croire que la France n'est pas perçue comme indépendante. Merci beaucoup Michel Duclos. Merci également à Jean-Dominique Marchais d'avoir été avec nous en duplex de Washington, à Fabrice Balanche et depuis Beyrouth à Sophia Amara. L'actualité continue sur France 24 tout de suite.